Maman, tu pues la vieillesse. Peux-tu t'éloigner un peu? Les mots de Mathis traversent l'air de la petite cuisine de notre appartement Montmartrois comme une lame tranchante. Je restais immobile, les mains tremblantes, tenant la poêle où je préparais coq au vin, votre recette préférée. La vapeur a embué mes lunettes, mais pas suffisamment pour cacher l'expression de dégoût sur son visage alors qu'il s'éloignait de moi. Parfois, je me demande où je me suis trompée. À quel moment mon fils unique est-il devenu cet homme de 41 ans amer et ingrat? Moi, Amélia Dumont, 69 ans, avec des rides qui racontent pour lui des histoires de sacrifice, je ne suis plus qu'une nuisance, une odeur désagréable qu'il faut qu'il supporte. Désolé, marmonnai-je en me détournant du poêle. Le dîner est presque prêt. Peu importe. Je sors avec des amis. Ne m'attends pas. J'ai entendu la porte claquer tandis que des larmes coulaient silencieusement sur mon visage ridé. À la table dressée pour deux, un seul plat serait utilisé ce soir-là. Encore. Je restais là, entre les fumées du dîner et le silence assourdissant de l'appartement vide. La vieille horloge de la pièce indiquait 8 heures. L'émission préférée d'Henri allait commencer dans quelques minutes. Il ne l'a jamais perdue, même pendant les jours les plus durs de sa maladie. J'ai souri tristement à ce souvenir. Je suis née à Lyon, fille d'un boulanger et de sa femme couturière. Mon enfance a été simple, mais pleine d'amour. Papa se réveillait avant le soleil pour pétrir le pain et maman cousait jusqu'à tard, à la lueur d'une lampe jaunie. J'ai appris d'eux la valeur du travail honnête et de la persévérance. Les mains qui travaillent sont celles qui construisent l'avenir, disait mon père en montrant ses paumes calleuses par la farine et la chaleur du four. J'ai rencontré Henri quand j'avais 22 ans. Je travaillais déjà comme infirmière débutante et lui comme enseignant nouvellement diplômé. Notre rencontre s'est déroulée dans une petite librairie au cœur de Lyon, la Librairie des Lumières. Il cherchait un recueil de poésie de Verlaine et je feuilletais un manuel de premiers secours. Nos regards se croisèrent entre les étagères, et quelque chose dans le bleu profond de ses yeux me captura instantanément. C'était un homme doux et délicat dans ses gestes. Il avait l'habitude de pencher légèrement la tête lorsqu'il entendait quelqu'un parler, comme si chaque mot méritait toute son attention. Cet après-midi-là, après l'avoir aidé à trouver le livre qu'il cherchait, il m'a invité à prendre un café au petit bistrot d'Aix en Grave-Côté. Nous avons parlé pendant des heures. Des livres, des rêves, de la vie. Quand je l'ai remarqué, le soleil était déjà couché et les lumières jaunes des lampadaires illuminaient les rues de Lyon. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie simple avec uniquement les membres de notre famille les plus proches. Nous avons déménagé à Paris juste après le mariage. Henri avait obtenu un poste dans un collège renommé et j'ai trouvé du travail dans un hôpital. Dans les premières années, nous vivions dans un petit appartement du quartier latin. Juste 2 chambres, mais elles nous semblaient être un palais. Nous avons économisé chaque franc en rêvant d'un endroit plus grand où nous pourrions élever une famille. Quand je suis tombée enceinte de Mathis, Henri a pleuré de joie. J'ai passé des heures à parler à mon ventre, à raconter des histoires, à réciter des poèmes. Il a dit que notre fils serait un homme bon, intelligent et sensible. Il aura vos yeux, dit-il en touchant mon visage affectueusement. Et j'espère avoir ton cœur. Le jour de la naissance de Mathis a été le plus beau jour de notre vie. Henri le tenait pour la première fois avec des mains tremblantes, comme si notre fils était de cristal. « Je te promets d'être le meilleur père du monde », murmura-t-il, les larmes aux yeux. Et il a tenu sa promesse. Il était patient, présent, aimant. Il n'élevait jamais la voix, il n'était jamais absent lors des moments importants, il trouvait toujours le temps de raconter une histoire au coucher, d'aider au devoir, de sécher une larme ou de célébrer un exploit. Au fil du temps, nous avons réussi à acheter cet appartement dans le 18e arrondissement. Ce n'était pas luxueux, mais c'était suffisant. 3 chambres, une cuisine spacieuse et le petit jardin à l'arrière où Henri cultivait de la lavande, dont l'arôme lui rappelait son enfance en Provence. C'est ici que nous avons élevé Mathis, que nous avons construit notre vie, que nous avons vieilli ensemble. Jusqu'à il y a 10 ans, notre monde s'effondrait.
Le diagnostic de cancer d'Henri était comme un coup de tonnerre. Une tumeur au pancréas, trop agressive, découverte trop tard. Les médecins ont été honnêtes dès le début, ils ne pouvaient pas faire grand-chose d'autre que rendre ces derniers mois plus confortables. Mathis avait alors 31 ans. Il était déjà adulte, travaillait comme assistant dans une société de marketing et venait d'épouser Élodie. La nouvelle l'a dévasté. Il a toujours entretenu une relation particulièrement étroite avec son père, qui était son héros, son confident, son meilleur ami. Henri a affronté la maladie avec la même tranquillité avec laquelle il vivait. « J'ai eu une belle vie, Amélia », dit-il en me tenant la main les nuits où la douleur l'empêchait de dormir. « J'ai aimé, j'ai été aimé, j'ai vu notre fils grandir. Beaucoup n'ont pas cette chance. » Lorsqu'il est parti, un matin pluvieux d'octobre, il m'a tout laissé. La maison, les économies, les quelques biens matériels qu'il avait accumulés. « Prends soin de notre fils », a-t-il demandé, dans ses derniers instants de lucidité. « Il aura besoin de toi, même s'il ne s'en rendra peut-être pas compte tout de suite. » À quel point vos paroles étaient exactes. Les premières années qui ont suivi la mort d'Henri ont été difficiles pour nous tous. Mathis se retirait, se plongeait dans le travail, évitait les visiteurs, répondait rarement à mes appels. Élodie essayait de le rapprocher, l'amenait au déjeuner du dimanche, insistait pour qu'il m'appelle les anniversaires. C'était une fille adorable, professeure de musique, au sourire facile et au cœur généreux. J'aimais profondément Mathis, je voyais au-delà de sa carapace durcie par la douleur. Mais leur mariage a commencé à se désagréger dès la 3e année. Mathis devenait de plus en plus distant, irritable, négligent. Il a commencé à boire plus qu'il n'aurait dû, à sortir tard et à ignorer ses rendez-vous. Quand Élodie est finalement partie, il a simplement haussé les épaules et a dit « inadéquation de personnalité ». Je connaissais la vérité. Mon fils détruisait tout autour de lui, incapable de supporter l'absence de son père, transférant sa colère sur tous ceux qu'il aimait. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à perdre des emplois les uns après les autres. Toujours avec la même excuse, des patrons incompétents, des collègues envieux, des environnements toxiques. Ce n'a jamais été de votre faute, ce n'a jamais été de votre responsabilité. Il y a 2 ans, après avoir été licencié pour la 5e fois, il s'est présenté à ma porte avec 2 valises. Je dois rester ici pendant un moment, maman. Juste jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui corresponde à mon talent. Le temps temporaire est devenu permanent. Et moi, qui avais toujours été incapable de rien refuser à mon fils unique, j'ai ouvert les portes de ma maison et de mon cœur. J'ai préparé votre ancienne chambre, cuisiné vos plats préférés, lavé vos vêtements, écouté vos plaintes. J'ai laissé ma vie tourner à nouveau autour de lui, comme quand j'étais enfant. Nous ne sommes plus que 2 maintenant, dit-elle en le serrant dans ses bras. Nous devons veiller les uns sur les autres. Mais peu à peu, la gentillesse initiale a laissé la place à l'indifférence. Les « merci, maman » se sont transformés en grognements. Les câlins ont disparu. Le regard affectueux a été remplacé par des yeux qui roulaient lorsque je parlais. Et puis, les premières piques, les premiers commentaires méchants. Pourquoi fais-tu toujours autant de bruit le matin? Ce dîner est fade. As-tu oublié comment cuisiner? Tes cheveux sont horribles. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose pour paraître moins vieux? J'ai ravalé mes larmes, je me suis excusé, j'ai essayé d'être meilleur, de faire mieux. Il souffre toujours, me suis-je dit. C'est juste une phase difficile. Mais ensuite est arrivée cette nuit-là. Cette phrase. Maman, tu pues la vieillesse. C'est à ce moment-là, seul avec le silence et l'odeur de la nourriture que je préparais avec amour, que quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas seulement le commentaire cruel sur mon odeur de vieillesse. C'était la prise de conscience d'années de violence émotionnelle, d'ingratitude, d'un amour non partagé qui ne faisait que me consumer davantage chaque jour. Je m'assis à table, mangeant seul le dîner que j'avais préparé pour 2. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge au mur, celle-là même qu'Henri avait tant de fois réparée de ses mains patientes.
À chaque bouchée, la phrase de Matisse résonnait dans mon esprit. Tu pues la vieillesse. J'ai regardé mes mains tachées par le temps et le travail. Ces mêmes mains qui lui changeaient les couches, qui le tenaient lors de ses premiers pas, qui lui préparaient des milliers de repas, qui lui frottaient le dos quand il était malade, qui lui serraient le sien quand on enterrait son père. Je me souvenais de toutes les nuits où je restais éveillée à son chevet quand j'avais de la fièvre. Grâce aux heures supplémentaires qu'il a travaillées à l'hôpital pour payer ses cours de musique, qu'il a abandonnés au bout de 3 mois. Aux réunions scolaires, j'assistais seule tandis qu'Henri occupait 2 emplois pour nous soutenir. De sacrifices silencieux, de renoncements, de soucis, de prières. Et maintenant, à 69 ans, tout ce qu'il a reçu en retour, c'est du mépris. Comme si j'étais un meuble ancien, un objet usé par le temps, dont l'utilité touchait à sa fin. J'ai terminé mon dîner et mis la portion de Matisse au réfrigérateur, comme je le faisais toujours. J'ai fait la vaisselle, nettoyé la cuisinière, séché les casseroles. La routine habituelle, les mêmes gestes automatiques répétés depuis des décennies. Alors, je suis allée dans ma chambre. Je ne pouvais pas dormir. Je m'assis dans le petit fauteuil près de la fenêtre, celui qu'Henri m'avait acheté quand j'ai appris que j'étais enceinte. Pour que tu puisses allaiter notre fils confortablement, dit-il avec ce sourire qui illumina ses yeux. Je restais là, regardant les lumières de Paris. Cette ville m'a toujours donné de la force dans les moments difficiles. C'est ici que j'ai pleuré la mort de mes parents, c'est ici que j'ai souri en voyant mon fils faire ses premiers pas, c'est ici que j'ai aimé Henri pour ce qui m'a semblé une vie et pourtant trop courte, c'est ici que j'ai affronté la solitude après son départ. C'est ici que j'ai vieilli, oui, j'ai vieilli, comme tout le monde vieillira un jour, s'il a de la chance. L'appartement silencieux semblait résonner des souvenirs d'une famille qui n'existait plus. Les pas d'Henri dans le couloir, ses rires dans le salon, le son de Matisse jouant du piano enfant. Tout s'était transformé en fantôme qui vivait dans ces murs avec moi. J'ai sorti un vieil album photo du tiroir de la table de chevet. Reliure en cuir marron, un peu usé sur les bords. Henri a toujours été méticuleux dans l'organisation de nos souvenirs. Pour quand nous serons vieux et que notre mémoire fera défaut, a-t-il déclaré en collant soigneusement chaque photo, en écrivant la date et le lieu de sa propre écriture. Je feuilletais lentement les pages jaunies par le temps. Bébé Matisse, avec son sourire édenté, ses yeux brillants. Matisse, 2 ans, fait ses premiers pas, les bras tendus vers moi. Matisse, 5 ans, tient fièrement son premier dessin familial, 3 bonhommes allumettes se tenant la main. Matisse, 10 ans, construit des châteaux de sable sur une plage normande pendant nos vacances d'été. Matisse adolescent, recevant son premier prix scolaire, avec Henri à ses côtés, fier. Matisse à sa remise des diplômes, souriant aux côtés d'Élodie, si jeune, si pleine d'espoir. Et puis, les photos se sont faites plus rares, jusqu'à ce que, sur les dernières pages, il ne sourit plus. La dernière photo date du Noël précédant la mort d'Henri. Nous étions tous les 3 à table, avec le traditionnel bûche de Noël, ce que j'ai toujours fait. Henri était déjà visiblement abattu par la maladie, mais il souriait. Matisse regardait à un point lointain, inconscient de la proximité de la fin. J'ai fermé l'album et l'ai serré contre ma poitrine, comme si je pouvais embrasser ses souvenirs, leur redonner vie. Quand ai-je perdu mon fils ? Quand ce gentil garçon, aux yeux curieux et au cœur ouvert, est-il devenu cet homme amer, égoïste, incapable de gratitude ? Peut-être était-ce après la mort d'Henri. Matisse a toujours été très proche de son père, peut-être plus que de moi. La perte l'a changé d'une manière que je ne savais pas comment comprendre ou aider. Ou peut-être que les signes étaient là dès le début. Son impatience envers ses pairs à l'école, la facilité avec laquelle il abandonnait les activités lorsqu'il ne réussissait pas immédiatement, sa tendance à rejeter la responsabilité de ses échecs sur les autres. Des petites graines qui, au fil du temps, ont poussé, sont devenues plus fortes, ont pris racine dans votre caractère. Et moi, aveuglé par l'amour maternel, je ne voulais pas voir. Toujours en le défendant, toujours en trouvant des excuses, toujours en le protégeant des conséquences de ses actes. Peut-être que, d'une certaine manière,
j'étais aussi responsable de l'homme qu'il est devenu. Alors que les premiers rayons du soleil touchaient les toits parisiens, j'ai ressenti une clarté que je n'avais pas connue depuis des années. J'ai vu ma vie telle qu'elle était réellement, pas telle que je prétendais qu'elle était. J'ai vu mon fils tel qu'il était réellement, pas tel que je voulais qu'il soit. C'est alors que j'ai pris une décision. Peut-être le plus difficile de ma vie. Mais nécessaire, comme le médicament amer qui guérit la maladie. Avant que le soleil ne se lève complètement, je me suis endormi dans le fauteuil, l'album photo toujours sur mes genoux. J'ai rêvé d'Henri. Il était dans le jardin, s'occupant de la lavande, comme il le faisait souvent les matins de printemps. Il m'a souri et m'a dit « Tu as toujours su quoi faire, Amélia. Tu avais juste besoin de trouver le courage. » Quand Mathis est revenu le lendemain matin, sentant l'alcool et la cigarette, faisant comme si de rien n'était, j'étais déjà dans la cuisine en train de préparer le café. Comme toujours. L'arôme du café fraîchement moulu et des croissants chauds remplissait la cuisine. Je me tenais à la fenêtre, regardant le petit jardin à l'arrière. Les premières fleurs du printemps commençaient à éclore, tenaces et résistantes après un hiver rigoureux. Comme j'avais besoin d'être maintenant. Bonjour maman. As-tu des croissants? Mathis entra dans la cuisine les yeux gonflés et la barbe de 3 jours. Je portais les mêmes vêtements que la veille, froissés et avec des taches que je préférais ne pas identifier. Ses cheveux, autrefois si bien soignés, étaient ébouriffés et gras. Il ne ressemblait pas au jeune homme élégant des photographies, ni même à l'homme d'affaires prometteur qu'il était il y a quelques années, avant que tout ne commence à s'effondrer. Je lui ai servi du café en silence, en déposant sur la table à l'aube les croissants que j'avais achetés à la boulangerie de la rue Le Pic. Je m'y suis promené dès l'ouverture des premiers établissements, ayant besoin de grand air pour me vider l'esprit, d'exercice pour renforcer ma détermination. Il n'a pas remarqué que mes yeux étaient enflés à force de pleurer, ni que j'étais habillée pour sortir, pas avec mon tablier habituel. Elle portait un ensemble simple mais élégant qu'Henri m'avait offert en cadeau pour notre dernier anniversaire de mariage. Et la broche en perles qui avait appartenu à ma mère. Des petits symboles de force et de continuité dont j'avais besoin pour me sentir proche de moi ce jour-là. La lumière du matin pénétrait à flot par les fenêtres de la cuisine, illuminant la petite table en bois où avaient eu lieu tant de repas de famille. Où Henri jouait avec Mathis étant enfant, lui apprenant à manger sans faire de dégâts. Où l'on célèbre les anniversaires, Noël, les petites et grandes réalisations. Où nous avons pleuré ensemble lorsque le médecin nous a posé le diagnostic définitif d'Henri, sans espoir de guérison. Mathis mangeait désormais sans y prêter attention, vérifiant ses messages sur son téléphone, complètement inconscient du silence inhabituel qui planait entre nous, de ma posture droite et tendue, de mes yeux qui ne quittaient pas les siens. « Mathis, dis-je finalement, ma voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. J'ai besoin que nous parlions. » Il roula des yeux en mordant dans un croissant. Des miettes tombaient sur la serviette blanche, celle que ma mère m'avait offerte lors de mon mariage, et que je lavais et repassais avec tant de soin chaque semaine. Un petit détail qui résumait tant de choses, sa totale indifférence pour les objets qui pour moi étaient porteurs de sens, d'histoire, d'émotion. Pas maintenant, maman. Je suis fatiguée. J'ai pris une profonde inspiration. Ces dernières années, c'était le moment où je cédais. Je disais, c'est bon, mon fils, repose-toi, je gardais mes pensées, ravalant une fois de plus mes non-dits, ma dignité blessée. Mais pas aujourd'hui. C'est important, ai-je insisté en m'asseyant en face de lui. Il s'agit de la maison. Cela a attiré son attention. Il me regarda, soudain intéressé. Ses yeux bleus, si semblables à ceux d'Henri, avaient désormais une lueur calculatrice que je n'avais jamais vue chez mon mari. Et la maison? Tu sais que c'est à mon nom, n'est-ce pas? Ton père m'a tout laissé. Il haussa les épaules, comme s'il ne s'agissait que d'un détail bureaucratique sans importance. Comme si la maison où il a grandi, où son père a vécu et est mort, où je garde encore vivant le souvenir de notre famille, n'était qu'une propriété, des briques et du mortier, un actif financier et rien de plus. Et alors? Un jour, ce sera le mien,
de toute façon. Cette certitude dans sa voix, cette attente d'avoir droit à quelque chose qui ne lui appartenait pas, c'est ce qui m'a donné le courage ultime de poursuivre mon plan. La dernière goutte qui débordait de la coupe déjà pleine de chagrin et de déception. Non, Mathis. Ce ne sera pas le cas. Il a ri, comme si je lui avais raconté une mauvaise blague. Un rire court et sec, presque un aboiement. Il posa la tasse sur la table avec une force inutile, un peu de café se répandant sur la nappe immaculée. Que veux-tu dire? Je suis ton fils unique. Son ton oscillait entre l'incrédulité et l'arrogance. Comme si l'idée que je puisse prendre une décision contraire à ses attentes était absurde, impensable. Oui, tu es mon fils unique. Et je t'aime plus que tout au monde. Ma voix trembla légèrement lorsque je prononçai ces mots. Parce que c'était vrai. Malgré tout, malgré la douleur, la négligence, les insultes, je l'ai aimé de cet amour inconditionnel que seule une mère connaît. Cet amour qui parfois fait mal, qui saigne parfois, mais qui ne meurt jamais complètement. Mais cela ne veut pas dire que je devrais te permettre de continuer à me traiter de cette façon. Il fronça les sourcils en posant le croissant à moitié mangé. Une ombre passa sur son visage, un mélange de confusion et d'irritation croissante. De quoi parles-tu? Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez deux options, soit changer votre comportement à mon égard, commencer à me traiter avec respect et trouver un emploi, soit vous devrez trouver un autre logement. Les mots sont sortis plus facilement que prévu. Peut-être parce que je les avais répétés mentalement toute la nuit. Peut-être parce qu'au fond, je savais depuis longtemps que ce moment viendrait. Son visage se durcit, son doux masque de fil tombant complètement. Ses yeux, autrefois ennuyés, pétillaient désormais d'une colère qu'il n'essayait pas de cacher. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. Il repoussa la tasse, renversant du café sur la nappe blanche. La tache brune s'est rapidement répandue sur le tissu, comme une métaphore des blessures que la conversation ouvrait. Des blessures anciennes et profondes qui pourraient ne jamais guérir complètement. Est-ce à cause de ce que j'ai dit hier? Pour l'amour de Dieu, maman, c'était juste une blague. Sa voix s'est élevée, cette voix que je connaissais si bien. La voix qu'il utilisait lorsqu'il était enfant, lorsqu'il était pris dans un méfait, lorsqu'il essayait de justifier une mauvaise note lorsqu'il était adolescent, lorsqu'il était adulte, lorsqu'il expliquait un énième emploi perdu. La voix de quelqu'un qui n'assume jamais la responsabilité de ses actes. Non, Mathis. Ce n'était pas seulement à cause de ce que tu as dit hier. C'était à cause de tout ce que tu as dit et fait ces dernières années. C'était à cause de chaque fois que tu m'as ignoré, traité avec mépris, utilisé mon argent sans me remercier, mangé ma nourriture en te plaignant, dormi sous mon toit sans rien apporter. J'ai regardé par la fenêtre, le petit jardin dont je m'occupais avec tant de soin. Les roses qu'Henri avait plantées fleurissaient encore chaque année, têtues, résistantes, tout comme j'avais besoin de l'être maintenant. C'était pour chaque anniversaire oublié, chaque Noël où tu rentrais tard et ivre, chaque fois que tu me faisais me sentir insignifiant dans ma propre maison. C'était pour me faire sentir comme un intrus dans la vie de mon propre fils. Les mots sortaient maintenant dans un torrent, des années de douleur silencieuse trouvant enfin une voie. C'était comme si un barrage s'était brisé en moi, libérant tout ce que j'avais retenu si longtemps, par peur, par amour incompris, par un espoir de plus en plus vain. C'était pour chaque fois que vous avez rabaissé mon travail, mon âge, mon apparence. Pour chaque fois que vous vous êtes moqué de ma nourriture, de ma maison, de mes amis. Pour chaque fois que vous avez traité tout ce que je suis, tout ce que j'ai construit, comme quelque chose de sans valeur. Il se releva brusquement, le visage rouge de colère. La chaise retomba avec ce mouvement brusque, heurtant le parquet avec un fracas qui sembla se répercuter dans tout l'appartement. Alors c'est tout? Tu vas me chasser? Ta propre chair et ton sang? Sa voix était maintenant forte, presque un cri. Les veines de son cou ressortaient, ses poings étaient serrés. Pendant un instant, j'ai ressenti un éclair de peur. Non pas que Mathis m'ait jamais attaqué physiquement, mais il y avait dans sa position une violence contenue que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je ne te mets pas à la porte.
Je te donne le choix. J'ai gardé ma voix calme et contrôlée, même si mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je me souviens de la façon dont Henri gérait les rares accès de colère de Mathis lorsqu'il était adolescent, avec fermeté, mais sans élever la voix, sans se laisser entraîner dans les tourments émotionnels de son fils. Et si je refuse de partir? Le défi dans sa voix était évident. Comme un enfant testant les limites, voyant jusqu'où il pouvait aller, jusqu'où il pouvait pousser avant que la barrière ne cède. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler le tremblement de mes mains. Henri disait toujours que j'étais fort, plus fort que je ne le pensais. Tu as une sérénité intérieure, Amélia, que même les pires tempêtes ne peuvent ébranler complètement, disait-il. Peut-être qu'il avait raison. La maison est à mon nom, Mathis. Légalement, je peux te demander de partir. Il resta silencieux pendant un moment, réfléchissant à ce que je venais de dire. Ses yeux parcoururent la pièce, comme s'il la voyait pour la première fois, évaluant sa valeur, calculant ce qu'il allait perdre. L'appartement n'était pas luxueux, mais dans l'un des quartiers les plus recherchés de Paris, il valait une petite fortune. Une fortune qu'il, je le savais, considérait déjà comme sienne. « Tu ne ferais jamais ça, dit-il finalement, un sourire confiant aux lèvres. Tu as besoin de moi. » Il y avait une certitude dans sa voix qui me faisait presque douter de moi. La même certitude avec laquelle il m'a convaincu de faire des choses que je ne voulais pas faire, pour me culpabiliser lorsque je fixais des limites, pour me manipuler dans les petites et grandes affaires au fil des années. C'était à mon tour de me taire. Le croyait-il vraiment? Que moi, qui avais survécu à la perte de l'amour de ma vie, qui avait élevé seul un fils, qui avait construit une carrière d'infirmière confrontée à la vie et à la mort au quotidien, j'avais besoin de lui pour survivre? Non, Mathis. Je t'aime. Mais je n'ai pas besoin de toi. Pas comme ça. J'ai parlé doucement mais fermement. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas l'habitude de voir, le doute. Comme si, l'espace d'un bref instant, il réalisait que son influence sur moi, son pouvoir de me manipuler, n'était pas aussi absolu qu'il le pensait. Puis il laissa échapper un rire amer qui me fit frissonner. Un rire sans humour, sans joie, juste une expression de mépris à peine dissimulée. Je vois. Alors c'est une question d'argent, n'est-ce pas? À propos de la maison? As-tu peur que je dépense ton précieux héritage? L'accusation m'a blessé, mais elle ne m'a pas surpris. C'était son genre de renverser la situation, de devenir la victime, de détourner l'attention du véritable problème. Non, mon fils. C'est une question de respect. Il s'agit de réaliser que, même si j'ai 69 ans et, comme tu dis, je pue la vieillesse, je suis toujours un être humain. Ta mère. La personne qui donnerait sa vie pour toi sans hésiter. Il a attrapé sa veste en cuir, celle qui coûtait 3 mois de mon salaire alors qu'il insistait sur le fait qu'il en avait besoin pour un entretien d'embauche qui n'a jamais eu lieu, et s'est dirigé vers la porte. Tu le regretteras, maman. Quand tu seras seule et que tu auras besoin d'aide, tu te souviendras de ce jour. Il y avait une menace voilée dans ses paroles, une dernière tentative pour me culpabiliser, me faire reculer. Il y a des années, cela aurait fonctionné. J'aurais cédé, je me serais excusé, je l'aurais supplié de rester. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais différent. Aujourd'hui, j'ai découvert une force que je ne connaissais même pas. Peut-être, répondis-je calmement. Mais quand même, je préfère le risque de regretter d'être seul que la certitude de regretter de continuer à te permettre de me traiter de cette façon. La porte claqua violemment, faisant trembler les murs et faisant tomber un petit tableau. C'était une photo de nous trois, sur la plage d'Étretat. Mathis devait avoir une dizaine d'années, souriant entre Henri et moi. Le verre du cadre photo s'est fissuré suite à la chute, une ligne diagonale séparant le père et le fils. Je m'assis, épuisé, le cœur brisé en 1000 morceaux. Avais-je fait la bonne chose? Ou venais-je de commettre la plus grosse erreur de ma vie? Les larmes que j'avais retenues pendant toute la conversation coulaient désormais librement sur mon visage.
Je me souvenais quand Mathis était petit, comment il courait dans mes bras quand il était blessé, comment ses yeux s'illuminaient quand j'entrais dans sa chambre pour lui raconter une histoire avant d'aller au lit. Je me souvenais de l'adolescent incertain qui venait demander des conseils sur les filles, du jeune homme anxieux avant son premier entretien d'embauche. Où était ce garçon? Où était mon fils? À ce moment-là, je ne savais pas si je le reverrais. Si jamais je franchissais à nouveau cette porte. Si nos chemins, maintenant si douloureusement séparés, se rejoignaient à nouveau. Je me dirigeais vers la fenêtre, regardant la rue animée en contrebas. Paris se réveilla comme un autre jour, indifférente au petit drame qui se déroulait dans ses appartements. J'ai vu Mathis sortir du bâtiment, la tête baissée, le pas décidé. Où irais-tu? Y aurait-il un endroit où aller? J'ai ramassé le petit cadre photo tombé, en retirant soigneusement les éclats de verre. Heureusement, la photo n'a pas été endommagée. J'ai passé mes doigts sur le visage souriant d'Henri, sur les yeux brillants de Mathis enfant. Combien de temps s'était écoulé? Combien nous avions perdu? Il reviendrait. J'en étais sûre. Mathis revenait toujours quand il avait besoin de quelque chose. La question était, que ferais-je à son retour? Est-ce que je maintiendrais ma position? Ou céderait-elle à nouveau, comme tant de fois auparavant, par amour, par peur de la solitude, par sens erroné du devoir maternel? Donne-moi de la force, Henri, murmurai-je à la photo que j'avais entre les mains. Aidez-moi à faire ce qui est bien, même si ça fait mal. J'ai passé la journée à réorganiser l'appartement, comme si en disposant les objets physiques je pouvais aussi mettre de l'ordre dans mes pensées. J'ai nettoyé chaque recoin, lavé chaque surface, ouvert les fenêtres pour que l'air frais du printemps parisien renouvelle non seulement les espaces, mais aussi mon esprit. Dans la chambre de Mathis, j'ai trouvé des preuves d'une vie gâchée, des lettres de refus d'emploi qu'il ne m'a jamais montrées, des relevés de cartes de crédit avec des dépenses exorbitantes, une bouteille de whisky vide sous le lit. J'ai aussi trouvé, caché dans un tiroir, un petit dessin qu'il avait réalisé pour moi quand j'étais enfant. À la meilleure mère du monde, disait-il dans des lettres maladroites et enfantines. Je me suis assis sur le bord du lit, le dessin jauni dans les mains, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le garçon qu'il était, pour l'homme qu'il aurait pu être, pour la mère que j'essayais d'être. J'ai pleuré pour Henri, qui n'a pas vécu assez longtemps pour voir ce qu'était devenu son fils. J'ai pleuré pour moi-même, pendant toutes les années où j'ai laissé ma dignité s'éroder lentement au nom d'un amour devenu toxique. Lorsque les larmes ont séché, j'ai ressenti une étrange paix. Comme si un poids avait été partiellement enlevé de mes épaules. Comme si, en fixant enfin des limites, j'avais récupéré une petite partie de moi-même perdue depuis si longtemps. J'ai gardé le dessin avec moi, mais j'ai jeté la bouteille et les factures impayées. J'ai organisé les vêtements qu'il avait laissés derrière moi, je les ai soigneusement pliés et je les ai placés dans des boîtes. Il ne les jetterait pas, il pourrait les ramasser quand il serait prêt. Mais je ne les laisserai pas non plus éparpillés, prenant de la place, comme si rien n'avait changé. Le soir, je me suis préparé un dîner simple. Pour la première fois depuis des années, je cuisinais exactement ce que j'aimais, sans me soucier des préférences de Mathis. J'ai mis de la musique, Debussy, qu'Henri aimait tant et dont Mathis se plaignait toujours, c'était de la musique des vieux. J'ai ouvert une petite bouteille de vin rouge que j'avais réservée pour une occasion spéciale. Parce que, d'une manière ou d'une autre, cette soirée était spéciale. C'était le premier pas d'un voyage qui, bien que douloureux, était peut-être nécessaire. Pour moi. Pour Mathis. Pour nous deux. Alors que j'appréciais mon dîner solitaire, en regardant la chaise vide devant moi, je ne pouvais m'empêcher de me demander, ai-je fait la bonne chose? Cette confrontation va-t-elle aider Mathis à trouver sa voie, ou est-ce qu'elle ne fera que l'éloigner encore plus? Est-ce que je montrais le véritable amour en disant finalement, non, ou est-ce que j'abandonnais mon fils au moment où il avait le plus besoin de moi? Je n'avais pas les réponses. Je savais juste que je ne pouvais pas continuer comme avant. Ce quelque chose devait changer. Et que, peu importe à quel point c'était difficile, je devais être le catalyseur de ce changement. Qui sait, maintenant, il trouverait enfin sa voie?
Peut-être que cette confrontation douloureuse était exactement ce dont il avait besoin pour grandir, mûrir, devenir l'homme qu'Henri a toujours cru pouvoir être? Ou peut-être que je m'accrochais simplement à un espoir insensé. C'était peut-être trop tard. Peut-être que les années de ressentiment, d'habitudes destructrices, de mauvais choix avaient tellement calcifié le caractère de Mathis qu'aucune intervention, aucun amour, aussi féroce soit-il, ne pouvait le changer. Je me suis endormi cette nuit-là avec ces questions qui me pesaient sur le cœur. J'ai encore rêvé d'Henri. Nous étions dans le jardin à l'arrière, observant les étoiles comme nous le faisions lors des claires nuits d'été. « Tu as fait ce qu'il fallait, Amélia », dit-il dans mon rêve. Maintenant, nous devons attendre. Et faire confiance. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, la maison était silencieuse. Un calme qui, pour la première fois depuis longtemps, ne semblait ni oppressant ni solitaire, mais plutôt paisible. Comme si l'appartement lui-même pouvait pousser un soupir de soulagement sans la présence tendue et amère de Mathis. J'ai préparé mon café, je me suis assis à la table de la cuisine avec un livre que j'avais envie de lire depuis un moment et j'ai laissé la matinée se dérouler tranquillement. Aucune exigence, aucune attente, aucun fardeau constant d'essayer de plaire à quelqu'un qui semblait incapable de l'être. Je ne savais pas ce que l'avenir me réserverait. Que Mathis revienne avec regret, qu'il revienne encore plus amer ou qu'il disparaisse tout simplement de ma vie. L'incertitude était effrayante, mais aussi libératrice. À ce moment-là, j'ai décidé que peu importe ce qui se passerait ensuite, je ne reviendrai pas sur ma décision. Par amour pour Mathis, par respect pour Henri et surtout par dignité, je maintiendrai ma position. Parce que parfois, le véritable amour ne consiste pas toujours à céder, à accepter n'importe quel traitement au nom de l'affection. Parfois, aimer signifie fixer des limites, exiger le respect, enseigner des leçons difficiles. Et ainsi, le cœur lourd mais l'âme plus légère, j'ai commencé le premier jour de ma nouvelle vie. Une vie dans laquelle, à 69 ans, j'ai enfin appris à me mettre en avant. Non pas par égoïsme, mais par nécessité. Non pas par indifférence, mais par amour-propre oublié depuis longtemps. Le téléphone est resté silencieux ce jour-là. Et le suivant. Et le suivant. Mathis n'a pas appelé, ne s'est pas présenté, n'a montré aucun signe de vie. Chaque jour qui passait, mon cœur se serrait un peu plus d'inquiétude, mais ma détermination ne faiblit pas. C'est alors que, dans l'après-midi du 3e jour, on sonna à la porte. 3 jours se passèrent sans nouvelles de Mathis. J'ai appelé des amis communs, inquiets, mais personne ne lui avait parlé. Cécile, ma voisine du dessous, m'a assuré qu'elle l'avait vu sortir de l'immeuble avec une valise ce matin-là, apparemment sain et sauf. Il avait l'air furieux, a-t-elle commenté. Est-ce que ça va, Amélia? J'ai expliqué vaguement que nous avions eu une dispute. Je ne suis pas entré dans les détails, certaines blessures sont trop intimes pour être partagées, même avec ceux qui nous aiment bien. De plus, j'éprouvais une honte irrationnelle, comme si le comportement de Mathis était le reflet de mon échec en tant que mère. Comme si en parlant de ça j'exposais mes propres défauts. Chaque jour qui passait, mes certitudes se balançaient comme un pendule fou. Un instant, je me suis senti fort, convaincu d'avoir fait ce qui était nécessaire. Le lendemain, le désespoir m'a envahi et j'ai remis en question chaque mot prononcé, chaque décision prise. Et s'il était en danger? Et si j'étais retombé dans d'anciennes addictions? Et si tu dormais dans la rue? Je commençais à regretter ma décision lorsque, dans l'après-midi du 4e jour, j'entendis la clé dans la porte. Mon cœur s'est accéléré. J'étais dans le salon, essayant de me concentrer sur un livre, même si mes pensées étaient lointaines, perdues dans mes inquiétudes concernant Mathis. Le bruit métallique de la clé qui tournait dans la serrure m'a surpris, envoyant une montée d'adrénaline dans mon corps. C'était lui, ça devait être le cas. Personne d'autre n'avait les clés de l'appartement. Il entra en trombe, jetant son sac à dos sur le sol du salon. Le choc a fait trembler les petits objets posés sur la table basse, le vase en porcelaine hérité de ma grand-mère, l'horloge de table ancienne qu'Henri réparait régulièrement, la boîte en bois sculptée où nous gardions clés et petits souvenirs.
Je suis venu chercher certaines de mes affaires. Sa voix était dure, lointaine. Son visage était hagard, avec de profonds cernes sous les yeux qui formaient des demi-cercles sombres. Sa barbe de 3 jours lui donnait un air presque sauvage, ses cheveux ébouriffés lui tombaient sur le front. Il portait les mêmes vêtements qu'il y a 4 jours, maintenant froissés et avec des taches visibles. Malgré tout, le cœur de ma mère se serra quand je le vis ainsi. « Où séjournes-tu » J'ai essayé de garder ma voix neutre, sans révéler le tourbillon d'émotions qui me dominait. Inquiétude, soulagement de le voir vivant, peur de la confrontation à venir, culpabilité d'avoir été celui qui a déclenché cette situation. Sur le canapé d'un ami. Ça ne te dérange pas. Il y avait de l'amertume dans chaque syllabe, dans chaque mot porté avec le poids d'une accusation. Comme si je l'avais trahi, comme si fixer des limites après des années d'abus était une sorte de crime impardonnable. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Je me souviens des conseils que je donnais si souvent aux jeunes mères de l'hôpital où je travaillais. Lorsque votre enfant est hors de contrôle, il est plus important que jamais que vous restiez calme. Soyez un refuge dans sa tempête, pas une autre vague pour le renverser. Bien sûr que je m'en soucie, Mathis. Tu es mon fils. Il a roulé des yeux, ce geste familier qui m'a tant fait mal. Si plein de mépris, d'indifférence étudiée. Comme si mes paroles, mes sentiments, mon existence même n'étaient qu'une nuisance tolérable. S'il te plaît, épargne-moi le drame maternel. Je vais faire mes valises et sortir de ta vie, comme tu veux. Ça faisait mal d'entendre ça. Ça m'a fait mal parce que, malgré tout, je n'ai jamais voulu que ça quitte ma vie. Elle voulait simplement être traitée avec un minimum de dignité, avec le respect fondamental accordé même à un étranger dans la rue. Je n'ai jamais dit que je voulais que tu sortes de ma vie. J'ai dit que je voulais être traité avec respect. Mathis émit un son mi-rire, mi-reniflement. Un son moqueur qui me rappelait douloureusement les adolescents cruels qui tourmentaient les plus faibles à l'école. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour mon propre fils me regarderait de la même manière que ces jeunes regardaient leurs victimes. Il a ignoré mes paroles et est allé dans sa chambre, piétinant comme il le faisait lorsqu'il était enfant lors d'une crise de colère. Je l'ai entendu ouvrir des tiroirs, fouiller dans des armoires, jeter des objets dans une valise. Le bruit des objets qui tombent, des portes qui claquent. Un acte de fureur, calculé pour me culpabiliser, me faire reculer. Au bout de quelques minutes, il revint avec une valise et quelques sacs. Il semblait déterminé à sortir le plus vite possible, comme si chaque seconde passée sous le même toit que moi était insupportable. Comme si j'étais le méchant de cette histoire, et non la personne qui avait passé toute sa vie à essayer de l'aimer de la meilleure façon possible. « J'ai besoin d'argent », dit-il sèchement. « Pour louer un logement. » C'était donc tout. Derrière la colère, l'indignation, le drame, c'était l'argent qu'il voulait vraiment. Pas une réconciliation, pas un cœur à cœur, pas un nouveau départ. Juste de l'argent. Je restais immobile, le regardant. C'était le moment crucial. Le moment qui allait tout définir. Si je cédais maintenant, si j'ouvrais mon portefeuille et lui donnais ce qu'il demande, je perpétuerais le cycle malsain qui nous a emprisonnés depuis si longtemps. Si je refusais, je romprais véritablement le dernier lien qui nous unissait encore, aussi fragile et déformé soit-il. Mathis, asseyez-vous. Nous devons vraiment parler. J'ai opté pour une voie intermédiaire. Ni céder complètement, ni refuser immédiatement. Donnez-nous une chance, peut-être la dernière, de parvenir à une certaine compréhension. Je n'ai rien à te dire. Sa posture était rigide, défensive. Les bras croisés sur la poitrine comme une barrière physique à mes paroles. Les yeux fixés sur un point lointain, refusant de croiser les miens. Alors écoute-moi. Écoute-moi simplement, s'il te plaît. Il jeta sa valise par terre et s'assit, visiblement impatient. Le bruit de la valise heurtant le parquet résonnait dans l'appartement silencieux. Un son d'abandon réticent. J'écoute. Son ton était celui de quelqu'un qui accorde une grande faveur, de quelqu'un qui sacrifie son temps précieux.
J'ai réalisé que je devais choisir mes mots avec soin. Cela pourrait être ma seule chance. Quand tu avais 5 ans, tu as cassé ce vase en cristal que ta grand-mère m'avait offert. Tu te souviens? Il fronça les sourcils, confus par le changement de sujet. Je m'attendais à une dispute sur l'argent, sur la maison, sur nos récentes blessures. Pas un voyage dans un passé lointain. Qu'est-ce que cela a à voir avec? Tu avais tellement peur de ma réaction que tu t'es caché dans le placard. J'ai passé des heures à te chercher, désespéré. Quand je t'ai finalement trouvé, tu pleurais en t'excusant. Tu sais ce que j'ai fait? Il était silencieux, mais j'ai vu un éclair de reconnaissance dans ses yeux. Il s'en souvenait. Bien sûr, il s'en souvenait. Ce fut l'un des premiers moments où il a pris les conséquences, la responsabilité et le pardon. Je t'ai serré dans mes bras. J'ai dit que ça allait, que tu n'étais qu'un vase. Parce que pour moi, tu as toujours été plus important que tout ce qui est matériel dans cette vie. J'ai vu ses yeux s'adoucir un instant, une brèche momentanée dans l'armure qu'il avait construite autour de son cœur. Un aperçu fugace du garçon qu'il était, sensible, aimant, capable d'empathie. Mais ensuite, aussi vite qu'elle est arrivée, la vulnérabilité a disparu, engloutie par le masque de dureté qu'il portait pour se protéger. Belle histoire, maman. Mais je ne suis plus ce gamin. Sa voix était sarcastique, mais il y avait quelque chose en dessous. Un sentiment presque imperceptible, une nuance d'émotion qu'il tentait désespérément de cacher. Non, ce n'est pas le cas. Vous êtes un homme. Un homme qui m'a dit hier que je peux la vieillesse. Un homme qui pense qu'il a droit à cette maison sans rien apporter. Un homme qui traite sa mère comme si elle était une servante, ou pire, une nuisance. Il détourna le regard, se concentrant sur le motif du tapis oriental qu'Henri avait acheté lors de notre seul voyage en Turquie il y a toutes ces années. Un tapis qui contenait des histoires, des souvenirs, qui faisaient partie de la tapisserie de nos vies. Tu sais ce que j'ai ressenti quand j'ai dit ça? J'avais l'impression que quelque chose était mort en moi. Comme toutes les années d'amour, tous les sacrifices, toutes les nuits blanches ne valaient rien pour toi. C'était juste une blague stupide, maman. Tu exagères. Même à lui-même, sa défense semblait faible. Je voyais dans ses yeux qu'il savait à quel point il m'avait blessé, mais il était plus facile de minimiser l'impact de ses paroles que d'affronter la douleur qu'il avait causée. Non, Mathis. Ce n'était pas juste une blague. C'était le reflet de la façon dont tu me vois vraiment. Comme un fardeau. Comme quelqu'un qui ne te sert que tant que je peux te donner quelque chose. L'appartement était silencieux, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge qu'Henri avait héritée de son père. Le temps passe, inexorablement, nous emportant les moments que nous aurions pu partager, les souvenirs que nous aurions pu construire. Les secondes se transforment en minutes, les minutes en heures, les heures en jours, les jours en années. Et soudain, avant que nous nous en rendions compte, une vie s'est écoulée. Il se leva et ramassa sa valise. Ses mouvements étaient saccadés, impatients. Comme s'il ne pouvait supporter une minute de plus de cette conversation, de cette confrontation avec ses propres actions. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Si vous voulez m'aider avec de l'argent, tant mieux. Sinon, je me débrouillerai. Son ton était définitif, comme s'il fermait une porte pour toujours. Comme pour mettre fin à notre histoire. J'ai ressenti un désespoir grandissant, le sentiment que s'il partait maintenant, comme ça, nous ne pourrions peut-être jamais reconstruire ce qui était brisé. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de jouer ma dernière carte. Il y a 10 ans, quand ton père est mort, il m'a laissé une lettre accompagnée de son testament. Cela arrêta Mathis alors qu'il se dirigeait vers la porte. Il se tourna lentement, un mélange de surprise et de suspicion sur le visage. Henri était toujours réservé avec ses émotions, les exprimant rarement avec des mots. Une lettre serait quelque chose de précieux, d'inattendu. Une lettre? Sa voix perdit de sa dureté, remplacée par une véritable curiosité, presque enfantine. Comme la voix du garçon qui courait chez lui impatient de montrer à son père son dernier dessin, sa dernière année scolaire. Oui.
Une lettre dans laquelle il disait qu'il était sûr que tu deviendrais un homme bon et généreux comme il l'a toujours rêvé. Que tu prendrais soin de moi dans ma vieillesse, tout comme nous avons pris soin de toi dans ton enfance. J'ai ouvert le tiroir de la table basse et j'en ai sorti une enveloppe jaunie, un peu usée sur les bords à force de nombreuses manipulations. La lettre existait réellement, mais je ne l'avais jamais montrée à Mathis, car je savais combien il avait souffert après la mort de son père. Je l'ai gardé comme un trésor, le relisant dans les moments les plus difficiles, trouvant de la force dans les paroles d'Henri quand tout semblait s'écrouler autour de moi. Ton père était fier de toi, Mathis. Du garçon que tu étais. Que dirait-il s'il voyait l'homme que tu es devenu? Il regarda l'enveloppe que je tenais avec hésitation. J'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, la vulnérabilité. Le garçon derrière l'homme, ayant encore besoin de l'approbation du père qu'il admirait tant, aspirant toujours à son amour, à ses conseils, même après si longtemps. Puis-je lire? Sa voix trembla légèrement et pendant un instant il parut à nouveau très jeune, presque fragile. Comme la nuit où nous avons appris la nouvelle du diagnostic d'Henri, où il s'est assis par terre à côté du lit de son père et lui a tenu la main en silence, les larmes coulant sur son visage sans faire aucun effort pour les cacher. Je lui ai tendu l'enveloppe, sentant une boule dans ma gorge. Ce moment était si important, si délicat. Cela pourrait être le début d'une guérison, ou cela pourrait ouvrir des blessures encore plus profondes. Tu peux. Mais d'abord, je veux que tu comprennes une chose, je ne fais pas ça pour te punir ou pour t'exclure de ma vie. Je fais ça parce que je t'aime trop pour te permettre de continuer sur cette voie. Mathis prit l'enveloppe en serrant la main et se rassit. L'écriture d'Henri, ferme et claire, nous avait adressé à tous deux l'enveloppe, à Amélia et Mathis. J'avais lu mon rôle un nombre incalculable de fois, c'était maintenant à son tour de connaître les derniers mots que son père lui avait laissés. J'ai observé son visage pendant qu'il lisait, chaque émotion le traversant comme des nuages dans un ciel d'été, surprise, tristesse, nostalgie, regret. Les paroles d'Henri ont toujours eu le pouvoir de toucher profondément les gens, c'était un don qu'il avait et que j'ai toujours admiré. Votre capacité à exprimer des sentiments complexes de manière simple et directe, à entrer dans le vif du sujet sans détours inutiles. Alors que Mathis lisait les paroles de son père, écrites il y a 10 ans, j'ai vu les larmes couler dans ses yeux. Des larmes qu'il n'essayait pas de cacher ou d'essuyer. Des larmes coulaient librement sur son visage, marquant des traînées humides sur sa peau, frappant parfois le papier qu'elle tenait si soigneusement. Il croyait vraiment en moi, n'est-ce pas? Demanda-t-il d'une voix étranglée, sans quitter le journal des yeux. Oui, mon fils. Tout comme je le crois toujours. Et c'était vrai. Malgré tout, malgré la douleur, les déceptions, les paroles cruelles, je croyais toujours qu'en lui il y avait ce garçon qu'Henri et moi avions élevé avec tant d'amour. Que sous des couches de ressentiment, d'amertume et d'habitudes destructrices bat encore un cœur capable de gentillesse, de générosité et de croissance. Je m'assis à côté de lui sur le canapé, laissant un espace respectueux entre nous. Je voulais le serrer dans mes bras, le réconforter comme je le faisais quand il était petit, mais je savais que je devais attendre qu'il fasse le premier pas. Que cette réconciliation, si elle devait avoir lieu, devrait être initiée par lui. Il dit qu'il savait que la vie serait difficile pour moi sans lui. Que tu aurais besoin de moi et que j'aurais besoin de toi. Il plia soigneusement la lettre et la remit dans l'enveloppe, avec un respect qu'il montrait rarement pour quoi que ce soit. Comme si ce morceau de papier était sacré, une précieuse relique d'un temps perdu. Pourquoi ne m'as-tu jamais montré ça avant? Il y avait une accusation dans sa question, mais aussi une véritable curiosité. Comme s'il essayait de rassembler les pièces d'un puzzle qu'il n'avait jamais réussi à terminer. J'attendais le bon moment. Peut-être que j'ai attendu trop longtemps. Nous restâmes silencieux pendant quelques minutes, chacun perdu dans nos propres pensées. Dehors, la nuit parisienne brillait de mille feux, telles des étoiles au bout des doigts. La circulation, les voix lointaines, la musique occasionnelle d'un appartement voisin, les sons de la ville créaient une symphonie urbaine que j'ai toujours trouvée réconfortante. Je ne sais pas si je peux être l'homme qu'il pensait que je serais, dit finalement Mathis, sa voix à peine au-dessus d'un murmure.
Il y avait tellement de douleur dans cette confession, tellement de peur de l'échec, tellement de conscience de ses propres échecs. J'ai senti mon cœur se serrer pour lui, pour nous deux, pour tout ce que nous avions perdu et pour tout ce que nous pouvions encore reconstruire. Personne ne te demande d'être parfait, mon fils. Et c'est juste. Respecte-toi et respecte les autres. Trouve ta voie. Il hocha légèrement la tête, tenant toujours l'enveloppe comme si c'était quelque chose de trop précieux pour qu'on puisse la lâcher. Comme si les paroles d'Henri étaient un talisman capable de le protéger, de le guider dans l'obscurité dans laquelle il s'était perdu. « Puis-je avoir ça ?» demanda-t-il en montrant la lettre. « Bien sûr. C'était pour toi aussi. » Il se releva et plaça l'enveloppe dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur. Il y avait une nouvelle détermination dans ses yeux, une détermination que je n'avais pas vue depuis longtemps. Comme si quelque chose de fondamental avait changé en lui durant ces quelques minutes. « J'ai besoin de temps, maman. Pour réfléchir. Pour découvrir qui je suis. Je comprends. Et j'ai vraiment compris. Certains voyages doivent être effectués seuls. Certaines leçons ne peuvent être apprises que dans le silence de sa propre compagnie, dans une confrontation honnête avec ses propres démons. J'aurais encore besoin d'un endroit où rester. Il y avait là une demande implicite, une vulnérabilité qui m'a ému. Je n'étais plus exigeant, je demandais. Un petit pas, peut-être, mais un pas important. Je peux t'aider avec le loyer pendant un moment. Jusqu'à ce que tu trouves un travail. Je ne t'ai pas proposé de vivre à nouveau avec moi. Nous savions tous les deux que ce serait un pas en arrière, que nous avions besoin d'espace pour penser nos vieilles blessures avant d'essayer de construire de nouvelles fondations. Mais cela pourrait vous aider à faire les premiers pas vers l'indépendance, la responsabilité et le respect de soi. Il reprit la valise, mais cette fois son visage était différent. Moins dur, moins défensif. Comme si un poids avait été partiellement enlevé de ses épaules. « Je t'appellerai », dit-il en se dirigeant vers la porte. « Je serai là. » Lorsque la porte se ferma, ce ne fut pas avec un claquement violent comme avant, mais avec un léger clic. Un petit pas, peut-être. Mais un pas dans la bonne direction. Je suis resté quelques instants dans la pièce, laissant mes émotions couler librement. Soulagement, espoir, incertitude, le tout mélangé dans un tourbillon déroutant. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Est-ce que Mathis s'en soucierait vraiment, s'il essaierait de changer, s'il trouverait le chemin vers la personne qu'il pourrait être? Je savais simplement que, pour la première fois depuis longtemps, il existait une réelle possibilité de réconciliation. Ni immédiat, ni facile, ni sans revers. Mais une possibilité néanmoins. Et pour l'instant, c'était suffisant. Cette nuit-là, j'ai pu dormir pour la première fois depuis des jours. Un sommeil profond, sans cauchemar, sans l'anxiété qui m'accompagnait. J'ai encore rêvé d'Henri. Nous étions dans le jardin, parmi les lavandes qu'il aimait tant. « Fais-moi confiance, Amélia, » dit-il en souriant. « Faites confiance au processus. Faites confiance à notre fils. Faites-vous confiance. » Je me suis réveillé aux premières lueurs du matin, ressentant une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Une paix qui n'est pas née de la certitude que tout serait résolu, mais de l'acceptation du fait que certaines choses échappent à notre contrôle. Parfois, le plus grand acte d'amour est de donner à l'autre l'espace nécessaire pour trouver son propre chemin, commettre ses propres erreurs, apprendre ses propres leçons. Je savais que le chemin à parcourir serait long et difficile. Qu'il y aurait des rechutes, des frustrations, des déceptions. Ce changement réel, profond et durable ne se produit pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois depuis des années, je me suis permis de ressentir de l'espoir. J'espère que Mathis retrouvera son chemin pas seulement vers moi, mais vers lui-même. Pour l'homme que son père a toujours cru qu'il pouvait être. À l'homme qui, quelque part sous des couches de souffrance et de ressentiment, il voulait toujours être. 2 mois se sont écoulés depuis notre conversation. Mathis a trouvé un petit appartement dans le 20e arrondissement, étonnamment, un travail d'assistant dans une galerie d'art. Ce n'était pas un travail glamour,
mais c'était un début. Nous nous parlions au téléphone plusieurs fois par semaine. Au début, les conversations étaient tendues, formelles. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à changer. Un dimanche d'automne pluvieux, j'ai reçu un texto de sa part. « Puis-je passer prendre un café ?» Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé un autre Mathis. Plus mince, plus sérieux, avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer immédiatement. Elle avait un bouquet de fleurs dans les mains, des marguerites, mes préférées. « J'ai fait un gâteau aux pommes », dis-je en essayant de briser la glace. « Votre préféré ?» Il sourit légèrement et me suivit dans la cuisine. Nous nous sommes assis à table, comme tant de fois auparavant, mais maintenant il y avait quelque chose de différent dans l'air. « Maman », commença-t-il finalement, je suis venu m'excuser. J'ai été surpris. Durant toutes ces années, je ne me souviens pas avoir entendu de sincères excuses de sa part. Pourquoi, exactement? Pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité. Pour les choses horribles que j'ai dites. Pour être un fils ingrat et égoïste. Ses yeux étaient larmoyants, quelque chose de rare à voir chez Mathis. Tu sais, quand je suis parti d'ici ce jour-là, j'étais furieux. Mais ensuite, j'ai commencé à penser à tout ce que tu disais. À la lettre de mon père. À la façon dont je suis devenu quelqu'un qu'il ne reconnaîtrait pas. Il fit une pause et prit une gorgée de café. Et puis, il y a 2 semaines, il s'est passé quelque chose qui a tout changé. Quoi? J'étais dans le métro, je revenais du travail. Une femme âgée est entrée, elle devait avoir votre âge. Il n'y avait pas de place pour s'asseoir et personne ne s'est levé. Elle avait une canne, visiblement fatiguée. J'ai hésité un instant, puis je me suis levé en offrant ma place. Il sourit, se souvenant. Elle m'a remercié d'une manière qui m'a rappelé toi. Et puis, en la regardant, j'ai soudain compris. Un jour, si j'ai de la chance, je vieillirai aussi. Et comment est-ce que je veux être traité quand cela arrive? Comme quelqu'un qui pue la vieillesse? Mathis. Non, maman, laisse-moi finir. J'ai réalisé que j'avais peur. Peur de vieillir, peur de ne rien réussir dans la vie, peur d'échouer. Et je m'en prenais à toi. La personne qui m'aimait le plus au monde. Il a pris mes mains dans les siennes. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais je veux essayer d'arranger les choses. Je veux être le fils que tu mérites. Les larmes coulaient librement sur mon visage maintenant. Fils, tout ce que j'ai toujours voulu, c'était te voir heureux. Te voir bien. Je sais, maman. Je sais maintenant. À ce moment-là, quelque chose s'est guéri entre nous. Pas complètement, les blessures profondes mettent du temps à guérir. Mais c'était un début. Dans les mois qui suivent, Mathis change. Il a commencé à prendre son travail plus au sérieux, s'est fait de nouveaux amis et a même commencé à participer à un groupe de soutien pour les personnes confrontées au deuil tard dans la vie suite à la perte d'un parent. Je ne pense pas avoir jamais vraiment accepté que papa soit parti, a-t-il avoué un soir. C'était plus facile d'être en colère. Contre tout le monde, contre tout. Contre moi-même, surtout. Le deuil est un processus compliqué, mon fils. Chacun le gère à sa manière, à son rythme. Mais 10 ans, maman? 10 ans à agir comme une adolescente en colère? Il n'est jamais trop tard pour changer, pour grandir. Croyez-moi, je le sais. Le printemps suivant, Mathis reçoit une promotion à la galerie. Il a pris un appartement plus grand, plus proche du mien. Il a même commencé à fréquenter un jeune professeur d'histoire de l'art. 1 an après cette nuit fatidique, nous étions assis dans le petit jardin à l'arrière, profitant du soleil printanier. La lavande recommençait à fleurir, remplissant l'air de son parfum. « Tu sais, maman, dit-il en levant les yeux vers le ciel, j'ai pensé. Essayez ? L'odeur de la vieillesse n'est pas mauvaise. En fait, elle est réconfortante. Elle sent l'expérience, la sagesse, les histoires à raconter. » J'ai souri, ressentant une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps.
Et tu sais quoi? J'espère qu'un jour je sentirai comme ça aussi. Cela signifie que j'ai vécu assez longtemps pour rassembler mes propres histoires. À ce moment-là, j'ai réalisé que la décision douloureuse que j'avais prise il y a 1 an était la bonne. Parfois, aimer signifie fixer des limites, exiger le respect, enseigner des leçons difficiles. Mathis a appris que la vieillesse n'est pas quelque chose qu'il faut craindre ou mépriser, mais un élément naturel et précieux de la vie. Et moi, Amélia Dumont, à 70 ans, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se faire respecter, pour enseigner et pour apprendre. Quant à la maison, elle reste à mon nom. Non pas parce que je n'ai pas confiance en mon fils, mais parce qu'elle représente quelque chose d'important, l'autonomie que j'ai gagnée, le respect que j'ai exigé. Lors de la dernière visite de Mathis, il a apporté un cadeau insolite. Un petit flacon de parfum de lavande. C'est pour quand je te manque, expliqua-t-il. Pour me rappeler que peu importe où je suis, je pense à toi. Et qu'un jour, si j'ai de la chance, j'aurai moi aussi le privilège de vieillir. J'ai serré mon fils dans mes bras, sentant son cœur battre contre le mien. Un cœur qui avait enfin trouvé son rythme. La maison du 18e arrondissement est toujours là, avec ses fenêtres ouvertes sur Paris, avec son petit jardin de lavande. Et il restera là quand je partirai, comme symbole de l'amour qui, même s'il a été blessé, n'a jamais cessé d'exister. Et si mon fils disait un jour que je pue la vieillesse, il comprend aujourd'hui que cette odeur est le plus doux des parfums. C'est l'arôme de la vie, de l'histoire, de la famille. Et pour cela, je suis reconnaissant. Profondément reconnaissant. Mes chers amis, moi, Amélia, je vous ai partagé mon histoire de douleur et de rédemption. Si vous avez ressenti ce serrement au cœur quand mon fils m'a dit que je puais la vieillesse, ou si vous avez été ému lorsque nous nous sommes finalement réconciliés, j'aimerais beaucoup savoir ce qui a touché vos âmes. Peut-être que, comme moi, vous avez aussi ressenti la douleur des mots cruels d'un être cher? Ou peut-être avez-vous trouvé le courage d'établir des limites, même quand cela semblait impossible? Racontez-moi dans les commentaires ce qui a le plus résonné en vous. Comme nous le savons bien, l'âge nous apporte non seulement des rides, mais aussi la sagesse à partager. Et, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque nouvel abonnement me donne la force de continuer à partager des histoires de nos cœurs expérimentés. Appuyez sur ce bouton rouge, activez la cloche. Après tout, nos histoires méritent d'être entendues. Comme mon Henri disait toujours, nos rides sont les médailles d'une vie bien vécue. À bientôt, avec toute l'affection de cette dame de 70 ans qui a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer.